Toute la famille de mon mari s'est entassée dans la voiture pour le barbecue. Ma belle-mère m'a jeté un regard et a dit sèchement, « Pas de place ». Personne n'a dit un mot. J'ai fait demi-tour, je suis monté et j'ai tranquillement fait mes valises. Quand ils sont rentrés, rassasiés et riants, l'appartement était à moitié vide. Ils sont restés là, figés. Je pensais que j'allais à un barbecue. C'était la somme totale de ma compréhension ce samedi après-midi, que nous allions dans le jardin du cousin de Daniel pour des hamburgers et de la salade de pommes de terre et toute la chaleur qui pouvait être extraite d'un après-midi de début juin en banlieue. Je m'en étais réjoui. C'est la partie qui me surprend encore parfois quand je me permets d'y penser. Que je m'en étais réellement réjoui. J'avais pensé à quoi porter. J'avais mis la robe d'été verte que Daniel disait aimer. J'avais même préparé un bol de salade de pâtes à apporter parce que je voulais contribuer, parce que j'ai toujours voulu contribuer. Parce que j'avais passé 3 ans à essayer de gagner une place à une table qui, en fin de compte, n'avait jamais été mise pour moi. Ce qui s'est réellement passé, c'est ceci. La mère de Daniel m'a regardé, debout à côté de la voiture avec la salade de pâtes dans mes mains, et a dit sans hésitation, sans excuse, sans même la courtoisie d'une pause, « Il n'y a pas de place ». Et puis elle est montée sur le siège passager, a fermé la porte et a regardé droit devant elle à travers le pare-brise comme si j'avais déjà cessé d'exister. Personne n'a dit un mot. Pas le frère de Daniel déjà installé à l'arrière. Pas sa belle-sœur. Pas leurs 2 enfants qui étaient assez grands pour comprendre que quelque chose venait de se passer, même s'ils ne pouvaient pas le nommer. Pas Daniel, debout près de la portière du conducteur, la main sur le toit de la voiture, regardant le trottoir avec cette qualité particulière d'immobilité que j'avais appris à reconnaître comme la chose qu'il faisait au lieu de parler. Ils sont partis. Je suis resté dans l'allée avec la salade de pâtes et j'ai regardé la voiture disparaître au coin de la rue, puis je suis resté là un instant de plus dans le silence, puis je suis rentré à l'intérieur. J'ai monté les escaliers et j'ai commencé avec grand soin et un calme complet à faire mes valises. Pour comprendre ce que ce moment signifiait, vous devez comprendre ce qui l'avait précédé. Daniel et moi étions ensemble depuis 4 ans, mariés depuis 2 d'entre eux. Nous vivions dans un appartement au 2e étage dans une rue bordée de vieux chênes, dans un immeuble qui sentait agréablement le poli à bois et, certains soirs, ce que Madame Hendrickson au rez-de-chaussée cuisinait. Notre appartement avait de hauts plafonds et de larges fenêtres. Dans une maison où les gens disaient ce qu'ils pensaient et pensaient ce qu'ils disaient. Où les désaccords se déroulaient à voix haute et se résolvaient avec un certain degré de dignité,
où mes parents s'étaient parfois disputés, mais n'avaient jamais, pas une seule fois, permis que l'un de leurs enfants soit traité comme un inconvénient par des personnes qui étaient censées les aimer. J'avais grandi, en d'autres termes, avec une base de référence pour ce à quoi ressemblait la décence. Et j'avais passé 3 ans à ajuster cette base de référence vers le bas par des incréments si petits que j'avais à peine remarqué que cela se produisait, jusqu'à ce que je me retrouve debout dans une allée, dans une robe d'été verte, tenant un bol de salade de pâtes que j'avais fait de mes propres mains, regardant une voiture pleine de la famille de mon mari s'éloigner sans moi et me disant que peut-être il n'y avait vraiment pas eu de place. Il y avait de la place. Il y avait 5 sièges dans cette voiture et 4 personnes dans la famille de Daniel, et j'étais juste là. Patricia m'avait regardé et avait pris une décision, et elle l'avait prise à voix haute, et pas une seule personne dans cette voiture n'avait rien dit. C'était la vérité, simplement énoncée. J'avais été exclu délibérément devant des témoins par une femme qui m'avait exclu de manière plus discrète pendant des années et l'homme que j'avais épousé avait mis la voiture en marche. Je veux m'attarder un moment sur la remontée des escaliers vers notre appartement parce que c'est important. Parce que j'ai remarqué que les gens ont tendance à supposer, lorsqu'ils entendent ce genre d'histoire, que faire ses valises est un acte impulsif, une réaction chaude et larmoyante à une blessure. Ils imaginent quelqu'un sanglotant tout en jetant des vêtements dans une valise. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé était plus silencieux et plus étranger, à certains égards, plus significatif que cela. J'ai monté les escaliers avec le bol de salade de pâtes toujours dans mes mains. Je l'ai mis dans le réfrigérateur parce que je suis apparemment quelqu'un qui fait ça. Je me suis lavé les mains à l'évier de la cuisine et je suis resté là un moment, à écouter l'eau couler et à regarder la lumière de l'après-midi se déplacer sur le comptoir. Et j'ai senti quelque chose se passer en moi. Pas une explosion, mais le contraire d'une explosion, une compression, un tassement, une chose qui se met en place. La pensée qui l'accompagnait n'était pas « je suis furieuse ». La pensée était plus silencieuse et plus définitive que cela. La pensée était « j'ai terminé ». Je suis monté. J'ai pris la grande valise sur l'étagère supérieure du placard et je l'ai posée ouverte sur le lit. J'ai commencé par les choses pratiques, les choses dont j'aurais besoin quoi qu'il arrive ensuite. Mes vêtements de travail, mes articles de toilette, mon ordinateur portable, le dossier dans le tiroir de la table de chevet où je gardais les documents. J'ai traversé la pièce avec la concentration méthodique de quelqu'un qui démonte quelque chose qu'il a construit avec soin et a l'intention de le démonter avec un soin égal. J'ai pris les photographies sur la commode, celles de moi et de ma sœur dans une maison au bord d'un lac il y a 6 étés, celles de mes parents à leur dîner d'anniversaire. Je n'ai pas pris les photographies de Daniel et moi. Pas encore. Je n'étais pas encore sûr de ce qu'elles signifiaient ou de ce que j'avais l'intention qu'elles signifient. J'ai fait mes bagages pendant environ 2 heures. J'ai travaillé lentement parce que je voulais être minutieuse et parce que la lenteur me semblait correcte, me semblait être le bon registre pour ce que je faisais, qui n'était pas un geste dramatique, mais un acte réfléchi. Quand j'ai eu fini, j'avais 2 valises pleines et un sac en toile d'objets qui comptaient pour moi. J'ai enlevé la robe d'été verte pour mettre un jean et un pull gris doux parce que la robe d'été me semblait être la mauvaise chose à porter pour cela. J'ai porté les valises dans le couloir d'entrée et les ai posées près de la porte. Je n'ai pas écrit de mots parce que je ne pouvais penser à rien à écrire qui ne sous-expliquerait ou ne surexpliquerait pas et parce que je pensais que les valises près de la porte communiqueraient l'information essentielle plus clairement que n'importe quel mot que je pourrais composer. Ensuite, j'ai appelé ma sœur. Elle s'appelle Rachel et elle a 3 ans de plus que moi et elle a toujours été la personne que j'appelle quand les choses deviennent réelles. Elle a répondu à la 2e sonnerie, ce qui est typique de Rachel, qui traite son téléphone comme ce qu'il est plutôt que comme une obligation à gérer. « Salut » a-t-elle dit. « Tu n'es pas au barbecue ?» »« Non » ai-je dit. « Je dois te demander si je peux venir rester chez toi pendant un moment. » Il y a eu une brève pause, le genre qui n'est pas de l'hésitation, mais de l'attention. Est-ce que tu vas bien? Je pense que oui. Je ne suis pas blessé. C'est juste que j'ai fait mes valises. J'ai besoin d'un endroit où être. Viens maintenant, a-t-elle dit sans poser de questions supplémentaires. Je vais mettre la bouilloire en marche. Je me suis assise sur le canapé et j'ai attendu. Par la fenêtre, je pouvais voir les chênes dans la rue en bas. Leurs feuilles d'un vert très plein, très certain, le genre de vert que le début de juin produit avant que la chaleur ne s'installe et ne fasse virer les choses vers le jaune. Un camion de livraison se déplaçait lentement dans la rue. 2 enfants à vélo naviguaient autour de lui avec la confiance exagérée des enfants qui font du vélo depuis juste assez longtemps pour se sentir compétents.
La vie se déroulait à son rythme habituel. La seule chose qui avait changé, c'est que j'avais pris une décision et la décision était assise près de la porte dans 2 valises et j'avais terminé. Ils sont rentrés à 19h15. J'ai entendu la clé dans la serrure, puis le bruit de la porte qui s'ouvre, puis rien. Le silence particulier des gens qui sont entrés dans une pièce et l'ont trouvée différente de comment ils l'avaient laissée et n'ont pas encore assimilé la différence. Daniel est apparu le premier dans l'embrasure de la porte de la pièce de devant. Il portait un récipient de restes de salade de pommes de terre, ce qui m'a frappé même alors comme un détail absurde. Il m'a regardé. Il a regardé les valises. Il m'a regardé à nouveau. Son expression a traversé plusieurs phases en succession rapide. La confusion, la reconnaissance, puis quelque chose qui aurait pu être de l'alarme ou de la culpabilité et que je n'ai pas particulièrement distingué parce qu'à ce moment-là, elle me semblait être la même chose. Ellie, a-t-il dit. Derrière lui, je pouvais entendre la voix de Patricia dans le couloir. Elle était apparemment revenue avec eux, ce que je n'avais pas anticipé, et ce qui a rendu la scène à la fois plus compliquée, d'une manière que je ne pouvais pas tout à fait expliquer, plus éclaircissante. Je l'ai entendu dire quelque chose au frère de Daniel, puis ses pas, puis elle est apparue dans l'embrasure de la porte à côté de Daniel, et elle a regardé les valises, et pour la première fois en 3 ans que je la connaissais, Patricia n'avait rien à dire. J'ai préparé quelques affaires, ai-je dit à Daniel. Je vais rester chez Rachel pendant un moment. Ellie, allons. Il a commencé. Je ne demande pas la permission, ai-je dit. Je te dis où je serai. J'ai pris mon sac. J'ai pris la poignée de la plus grande valise. J'ai marché jusqu'à la porte, ce qui signifiait passer devant Patricia, qui a reculé, juste un peu, juste assez, et je suis descendu les escaliers et sorti dans la douce soirée de juin. Et je n'ai pas regardé en arrière, non pas parce que je faisais du théâtre, mais parce qu'il n'y avait vraiment plus rien à voir. Rachel vivait à 20 minutes de là. Quand je suis arrivé, elle avait préparé du thé, et elle ne m'a pas demandé d'expliquer quoi que ce soit immédiatement, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles elle est la personne que j'appelle. Nous nous sommes assises dans sa cuisine, qui sentait le citron et quelque chose qu'elle avait fait cuire, et j'ai bu le thé, et finalement je lui ai raconté ce qui s'était passé. Pas toute l'histoire, pas les 3 ans de petites exclusions et de renvois polis et de conversations auxquelles je n'avais pas été incluse et de décisions qui avaient été prises sur notre vie sans que je le sache. Juste la chose immédiate, la voiture, les 5 sièges, les 4 personnes, la voix de Patricia, pas de place, et le silence de Daniel. Rachel est restée silencieuse pendant un long moment après que j'ai fini. Puis elle a dit, « Depuis combien de temps cela dure-t-il » Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que ce qui s'était passé dans l'allée n'était pas le début de l'histoire. C'était le point où l'histoire devenait impossible à ignorer. Dans les jours qui ont suivi, Daniel a appelé. Il a envoyé des textos. Il a envoyé un long message à 23h30 le dimanche soir que j'ai lu 2 fois puis posé face contre table sur la table basse de Rachel sans répondre parce que le message, bien que non méchant, était essentiellement une explication de la raison pour laquelle ce qui s'était passé était compliqué. Et j'avais passé 3 ans à accommoder la complexité des sentiments de sa mère aux dépens des miens, et j'ai constaté que j'avais temporairement épuisé ma capacité pour cet accommodement particulier. Rachel a été directe avec moi, comme elle l'a toujours été. Tu dois déterminer ce que tu veux vraiment, m'a-t-elle dit le 2e matin alors que nous buvions du café sur sa terrasse arrière dans la pâle lumière matinale. Pas ce que tu es prête à accepter, ce que tu veux vraiment. Je veux des excuses, ai-je dit. De Patricia? De Daniel? Elle a hoché la tête lentement. Et que doivent inclure les excuses? C'est la question avec laquelle j'ai passé les jours suivants, car je savais alors que la chose que je demandais n'était pas un simple « je suis désolé d'être parti sans toi ». Cela aurait été facile, et Daniel était capable d'excuses faciles, de gestes, de fleurs, du regard contrit particulier qu'il arborait quand il savait qu'il avait franchi une ligne. Ce que je demandais était quelque chose de plus difficile et de plus spécifique. Je lui demandais de me dire clairement et sans détour qu'il comprenait ce qui s'était passé, qu'il comprenait son rôle dedans, et qu'il était prêt à faire quelque chose de vraiment différent. Pas seulement à ce moment-là, mais comme une habitude, comme une pratique. Je lui demandais de me choisir clairement, consciemment, sans la réserve du confort de sa mère. Je ne savais pas encore s'il en était capable. Je ne savais pas encore s'il avait jamais vraiment compris ce que me choisir exigerait. Et assise dans la cuisine de Rachel, en examinant les preuves accumulées de 3 ans de petite reddition, j'ai commencé à affronter une question plus troublante.
Si son silence dans cette allée avait été un manque de courage ou s'il avait été une réponse. Le 3e jour, j'ai appelé mon amie Donna, qui connaissait Daniel et moi depuis avant notre mariage, et qui, au fil des ans, avait fait une série d'observations douces sur Patricia que j'avais chaque fois trouvé une raison de rejeter. Donna a décroché immédiatement et a dit « J'attendais que tu appelles. » Tu as entendu? Rachel m'a dit que tu avais fait tes valises. Je me suis dit que tu viendrais à moi quand tu serais prête. Nous avons parlé pendant près de 2 heures. Donna, qui a un esprit organisé et aucune patience pour l'euphémisme, m'a guidé à travers les incidents spécifiques qu'elle avait remarqués au fil des ans. Le dîner de Noël, où Patricia avait réorganisé les places pour qu'Ellie se retrouve au bout de la table tandis que la famille se regroupait à l'autre bout. La fête d'anniversaire où Patricia avait annoncé un voyage familial sur la côte juste pour nous devant Ellie sans aucune conscience apparente que cela nécessitait une explication. Les conversations que Donna avait surprises où Patricia parlait de l'appartement de Daniel comme si le nom d'Ellie n'était pas aussi sur le bail. De petites choses, individuellement rejetables, ensemble. C'est arrivé vite. C'est arrivé dans ton allée, Daniel. Tu étais juste là. Elle a dit qu'il n'y avait pas de place et il y avait de la place et tu es parti en voiture. Il n'a rien dit pendant un moment. Je sais. Ce n'est pas la première fois, ai-je dit. Ce n'est pas, et de loin, la première fois. Je sais. Je dois te demander quelque chose, ai-je dit, et j'ai gardé ma voix très égale, très calme, parce que j'avais découvert au cours des jours précédents que ma voix la plus stable était la plus honnête. Comprends-tu quel est le schéma? Pas seulement jeudi, tout le schéma. Il a levé les yeux vers moi alors, et je l'ai vu commencer à dire quelque chose qui aurait été une diversion. Je pouvais le voir se former, le début d'une phrase sur l'anxiété de sa mère, sur sa difficulté avec le changement, sur son profond attachement à lui et comment cela rendait les choses compliquées. Et puis je l'ai vu s'arrêter. Il a regardé la rue. Il m'a regardé à nouveau. Elle te donne l'impression que tu n'as pas ta place dans notre vie, a-t-il dit. Et je ne l'ai pas arrêté. C'était, je lui accorderai, la chose la plus honnête qu'il m'ait dite depuis longtemps. Ce n'était pas une réponse complète. Cela ne touchait pas la profondeur de ce que j'avais besoin qu'il comprenne, mais c'était honnête et c'était à lui et c'était quelque chose. C'est le début, ai-je dit. C'est par là que nous devrions commencer si nous allons essayer de surmonter ça. Quoi d'autre? J'ai besoin que tu lui parles, ai-je dit, pas de la manière dont tu l'as fait, celle où tu aplanis doucement les choses et tout le monde prétend que le problème est résolu. Je veux dire,
Une vraie conversation où tu lui dis directement que ce qui s'est passé jeudi n'est pas acceptable et que ce n'est pas un incident unique et que les choses doivent changer. Il est devenu silencieux. Je pouvais le sentir calculer le coût de cette conversation par rapport au coût de la situation dans laquelle nous étions. Et je l'ai laissé calculer. Je ne l'ai pas pressé. Il devait arriver à la réponse lui-même s'il devait y arriver du tout. Elle ne va pas bien le prendre, a-t-il dit. Je sais. Elle va. Elle va rendre les choses très difficiles. Oui, ai-je dit. Elle le fera probablement. Une longue pause. Le chat du voisin s'était installé sur une parcelle de béton dans une bande de soleil de fin d'après-midi et était apparemment complètement content de sa vie, ce que j'ai envié à ce moment-là. Je le ferai, a dit Daniel. J'aurais dû le faire il y a longtemps. Oui, ai-je dit à nouveau. Tu aurais dû. Je ne suis pas rentré à la maison cette nuit-là. J'avais besoin de voir la conversation avec Patricia avoir lieu avant de retourner dans cet appartement. Daniel a compris cela, ou du moins il l'a accepté. Nous avons convenu qu'il m'appellerait après. Ce que je ne savais pas, ce que je n'avais aucune raison de soupçonner, assis sur ces marches de perron dans la longue lumière du soir, c'est que la conversation que Daniel allait avoir avec sa mère révélerait quelque chose qui changerait entièrement la géométrie de ce que je pensais comprendre. Il s'est avéré que le barbecue n'avait pas été une impulsion. Ce n'avait pas été une cruauté désinvolte, un exercice de préférence sur un coup de tête. Patricia, en fait, avait travaillé à quelque chose pendant une période de temps significative, et l'aller était simplement le moment qu'elle avait choisi pour le rendre visible. Daniel l'a découvert parce qu'il est allé chez sa mère le lendemain matin, un vendredi, avec l'intention d'avoir la conversation directe dont nous avions discuté. Ce qu'il a trouvé à la place, ou plutôt ce qu'il a trouvé en premier avant que la conversation ne puisse commencer, était un dossier sur la table de la cuisine de Patricia. Il a reconnu le nom d'une agence immobilière sur la couverture. Il a reconnu son nom sur la première page. Il a reconnu une adresse, l'adresse de notre immeuble dans le texte qui suivait, et il a reconnu dans cette clarté écœurante de la compréhension soudaine que sa mère avait à un moment donné obtenu des informations sur le bail de notre appartement et avait été en contact avec un agent immobilier au sujet de sa disposition éventuelle et avait apparemment développé un point de vue sur ce qui devrait arriver à l'appartement et par extension à moi qui était considérablement plus développé que pas de place dans la voiture. Il m'a appelé de la rue devant sa maison, tenant toujours son téléphone à deux mains, sa voix faisant quelque chose que je ne l'avais pas entendu faire depuis des années, tremblante. « Ellie, a-t-il dit, il y a quelque chose que je dois te dire. Je suis tellement désolé. Je suis tellement. Ellie, je pense qu'elle planifie ça depuis longtemps. » J'ai conduit pour retrouver Daniel dans un café à 3 pâtés de maison de chez sa mère plutôt que chez Patricia elle-même parce que j'avais besoin d'une table entre cette femme et moi et j'avais besoin d'être dans un espace public où le volume de toute conversation serait naturellement limité. Le café était l'un de ces endroits de quartier qui fonctionnent depuis des décennies sans beaucoup changer. Bois sombre, chaises dépareillées, un menu sur un tableau noir avec les mêmes articles écrits à la craie d'une écriture légèrement différente, selon qui avait ouvert ce matin-là. Ça sentait l'espresso et quelque chose de cuit avec de la cannelle, et dans d'autres circonstances, j'aurais trouvé cela réconfortant. Ce matin-là, je l'ai à peine remarqué. Je me suis assise en face de Daniel et j'ai regardé le dossier qu'il avait posé sur la table entre nous et j'ai compris que quelle que soit la nature de cette situation que j'avais imaginée, elle était en fait considérablement plus grande. Il a poussé le dossier vers moi sans parler. Je l'ai ouvert avec soin, de la manière dont on ouvre quelque chose que l'on soupçonne d'être un piège, non pas avec réticence, mais avec délibération, en accordant à chaque page l'attention qu'elle requérait avant de passer à la suivante. C'était complet. Je reconnaîtrais cela à Patricia, elle avait été minutieuse d'une manière qui témoignait d'une longue préparation et d'une intention réelle. Il y avait des impressions d'annonces d'appartements dans notre région, des unités comparables avec des prix surlignés en jaune, organisées par quartier et par date. Il y avait des notes dans une écriture que je reconnaissais des cartes d'anniversaire, denses et légèrement inclinées, avec des annotations sur la superficie, le timing du marché et les termes du bail. Et une phrase que j'ai dû lire 2 fois avant de comprendre sa signification dans le contexte, quand la situation sera résolue. Pas quand Daniel sera prêt ou quand ils décideront de déménager. Quand la situation sera résolue, comme si j'étais une situation, comme si le fait de ma vie et de celle de Daniel était une complication administrative temporaire en attente de résolution. Il y avait une feuille qui semblait être un projet de proposition d'une sorte, intitulé au nom de Daniel, traitant de ce qui était décrit comme une transition dans les arrangements de vie,
se référant tout au long à l'actuel locataire. Pas Ellie, pas la femme de Daniel, pas même mon nom en passant par courtoisie. L'actuel locataire, comme un poste budgétaire, comme un détail à gérer et à dépasser sur le chemin de l'issue que Patricia avait jugé approprié. J'ai tourné la dernière page, je l'ai posée et j'ai regardé Daniel. Quand a-t-elle fait ça, ai-je demandé. Je ne sais pas, a-t-il dit. Ses mains étaient enroulées autour d'une tasse de café dont il n'avait pas bu. Je l'ai trouvée sur la table quand je suis arrivé ce matin. Elle était dans la cuisine. Je ne pense pas qu'elle voulait que je le trouve. Ou peut-être que si. Je ne peux vraiment plus te dire ce qu'elle a l'intention de faire et ce qu'elle ne fait pas. Ce n'est pas quelque chose que l'on prépare en un après-midi, ai-je dit. Les annonces datent de différentes dates. Les notes sont superposées. Regarde, elle a écrit par-dessus certaines d'entre elles. C'est en cours depuis un moment. Je sais. Depuis combien de temps penses-tu qu'elle travaille là-dessus? Il est resté silencieux pendant un long moment. Dehors, par la fenêtre, la rue vaquait à ses occupations ordinaires du samedi. Une femme promenant un chien, un homme déverrouillant un vélo, le rythme tranquille d'une matinée de quartier. Je ne sais pas, a-t-il répété, mais quand je regarde ça, je pense au moins plusieurs mois, peut-être plus. Plusieurs mois, ai-je répété, non pas comme une question, juste comme un moyen de le rendre réel dans l'air entre nous. Ellie, je ne savais pas. Je te crois, ai-je dit, et c'était vrai. Je veux être absolument honnête à ce sujet car c'est important. Je croyais que Daniel n'avait pas connaissance du dossier, n'avait pas connaissance des annonces, n'avait pas été un participant conscient dans la planification de sa mère. Les preuves de sa réaction ce matin la soutenaient cela, et je ne suis pas du genre à ne pas croire les gens pour simplifier une histoire. La vérité était plus compliquée qu'un simple méchant et un complice averti, et la vérité était ce avec quoi je devais travailler. Mais croire en son ignorance ne rendait pas la situation plus facile. D'une certaine manière, cela la rendait plus difficile parce que la question n'était plus simplement ce que Patricia avait fait. La question était comment elle avait pu le faire. Comment 3 ans d'exclusion systématique et de planification s'étaient déroulés au sein d'un mariage, à portée de main d'un homme qui se considérait comme attentif et gentil, sans qu'il ne le voie assez clairement pour l'arrêter. Ce n'était pas une question sur Patricia. C'était une question sur Daniel. Et assise en face de lui dans ce café, avec le dossier entre nous, j'ai compris que nous allions devoir y répondre. Je dois aller lui parler, ai-je dit. Il a levé les yeux. Ellie, pas toi en mon nom, pas un message par ton intermédiaire. J'ai besoin de m'asseoir en face d'elle et d'avoir une conversation directe dans laquelle elle comprendra que j'ai vu ce dossier et que je sais ce qu'elle a fait et dans laquelle je dirai clairement les choses qui doivent être dites. Ça ne se passera pas bien, a-t-il dit. Je sais ça. Elle va. Elle a des manières de gérer les conversations. Elle pleurera ou elle détournera la conversation ou elle en fera une affaire personnelle. Quel essai, ai-je dit. Et la fermeté dans ma propre voix m'a surprise. Non pas parce que je jouais la fermeté, mais parce que je la ressentais réellement. La qualité particulière de calme qui ne vient pas de l'absence de sentiment, mais de la présence de clarté. Je savais ce que je devais dire. Je savais comment je devais le dire. Le dossier m'avait paradoxalement donné cela, une compréhension claire et documentée de ce qui s'était exactement passé, ce qui rendait impossible de douter de moi-même de la manière dont j'avais douté de moi-même pendant des années. J'en ai fini avec les conversations dont elle gère l'issue, ai-je dit. Je vais aller chez elle, je vais m'asseoir dans son salon et je vais dire ce que j'ai à dire, et ce qu'elle en fera, c'est son affaire. Daniel m'a regardé pendant un long moment. Quelque chose sur son visage a changé. J'avais vu différentes versions de ce changement au fil des ans. Le réarrangement particulier qui se produisait lorsqu'il passait de son défaut d'accommodement à quelque chose de plus dur et de plus honnête. Je viens avec toi, a-t-il dit. Bien, ai-je dit. Tu devrais être là. Mais Daniel, cette fois, tu ne combles pas le silence pour elle. Quoi qu'elle dise, aussi longue que soit la pause, tu ne te précipites pas pour aplanir les choses. Tu laisses planer. D'accord, a-t-il dit. Je suis sérieux. Je sais que tu es sérieux, a-t-il dit. Je le ferai. Nous avons fini nos cafés, ou plutôt j'ai fini le mien et Daniel a tenu le sien jusqu'à ce qu'il soit froid, et nous avons conduit jusqu'à la maison de Patricia dans un silence qui n'était pas inconfortable, mais plutôt lourd. Plein des choses que nous organisions tous les deux intérieurement avant d'arriver.
J'ai regardé par la fenêtre les rues du samedi et j'ai pensé à la robe d'été verte que j'avais pliée et mise dans le tiroir chez Rachel, et à la salade de pâtes et aux 5 sièges dans la voiture et à chaque version plus petite de ce geste qui l'avait précédé pendant 3 ans. J'ai pensé à la phrase « l'actuel locataire » et aux annonces surlignées en jaune et aux notes dans cette écriture inclinée familière. J'ai pensé à ce que signifie être méthodique dans le retrait de quelqu'un d'une vie et à mener cette méthodologie assez discrètement pour que la personne avec qui vous partagez cette vie ne le remarque pas. J'ai pensé à ce que je voulais de la conversation que nous étions sur le point d'avoir. Et j'ai été prudente et spécifique avec moi-même à ce sujet. Je n'y allais pas pour gagner une dispute. Je n'y allais pas pour faire en sorte que Patricia se sente mal ou pour la punir ou pour faire un discours. J'y allais parce que l'alternative, avoir vu le dossier et ne pas en avoir parlé, avoir permis à la situation de continuer sans commentaire, était simplement quelque chose dont je n'étais plus capable. J'avais épuisé ma capacité à ne pas commenter. Patricia a ouvert la porte de la manière posée dont elle ouvrait toujours la porte, sans hâte, droite, une femme qui s'était préparée à tout ce qui pouvait arriver. Elle savait que Daniel revenait. Elle n'aurait pas pu savoir qu'il m'amènerait, et j'ai observé la brève recalibration traverser son visage avant que le calme ne le recouvre à nouveau. Elle portait un chemisier de couleur crème, ses cheveux étaient coiffés comme toujours, elle sentait le parfum de lavande particulier qu'elle portait, et elle m'a regardé avec une expression soigneusement, précisément neutre. « Entrez » a-t-elle dit, comme si c'était un samedi comme les autres. Nous nous sommes assis dans son salon. La pièce était, comme toujours, entretenu avec la fierté spécifique de quelqu'un pour qui l'ordre domestique est une forme de présentation de soi. Les photographies sur la cheminée, Daniel à différents âges, la famille à diverses réunions. J'ai reconnu la plus récente, un jardin, une table chargée de nourriture, des gens riant sous la lumière de l'été. Hier. Je ne l'ai pas regardé longtemps. J'ai posé le dossier sur la table basse entre nous. Je l'ai posé carrément, délibérément, et j'ai laissé ma main à plat dessus juste un moment avant de la ramener sur mes genoux. Un geste qui n'était pas théâtral, mais précis, une façon de dire, c'est de cela que nous sommes ici pour parler. Patricia a regardé le dossier. Elle a regardé Daniel. Elle m'a regardé. Son expression était posée à la manière de quelqu'un avec un calme long et exercé. Mais j'avais étudié Patricia pendant 3 ans, et j'ai vu sous la surface le très léger changement de quelqu'un qui comprend que la situation a changé. J'aimerais comprendre ce que c'est, ai-je dit. C'est privé, a-t-elle dit. Sa voix avait la note de léger reproche qu'elle utilisait quand elle sentait que des limites avaient été franchies. Tu ne devrais pas fouiller dans mes affaires, Ellie. Je l'ai trouvé sur ta table de cuisine, a dit Daniel. Daniel, je pense que... Maman, sa voix était différente. Je l'avais entendu lui parler sur de nombreux registres au fil des ans, mais pas celui-ci. Dépouillé de l'adoucissement habituel, de l'accommodement automatique. Je l'ai trouvé sur la table. Je l'ai lu. Ellie l'a lu. Nous allons parler de ce que cela signifie. Une pause. Patricia a ajusté sa posture presque imperceptiblement. Je faisais des recherches, a-t-elle dit. Je regardais les options pour l'avenir. Il n'y a rien de mal à planifier. Tu as fait des recherches sur le bail de notre appartement, ai-je dit. J'essayais d'être utile. Daniel travaille très dur et les fardeaux financiers d'eux. Tu as écrit sur l'actuel locataire et ai-je dit. C'est la phrase que tu as utilisée plusieurs fois dans ce document. Pas mon nom, pas la femme de Daniel, l'actuel locataire. Comme si j'étais une étrangère sous une chambre. Le silence après cette phrase avait une texture. Les mains de Patricia, croisées sur ses genoux, ne bougeaient pas. L'horloge sur la cheminée tic-taquait régulièrement. Daniel était assis à côté de moi sans bouger, sans remplir l'espace avec quelque chose de plus doux. Et le fait de cela, son immobilité, son refus de sauver le moment pour elle, était quelque chose auquel je penserai plus tard avec une gratitude compliquée. C'était simplement une abréviation, a dit Patricia. Ce n'était pas destiné à Patricia. J'ai dit son nom doucement, sans dureté, car la dureté lui aurait donné quelque chose contre quoi se défendre. Je veux dire quelque chose et j'ai besoin que vous l'entendiez réellement plutôt que de trouver un moyen de le contourner. Pouvez-vous faire ça? Elle m'a regardé pour la première fois en 3 ans. J'ai senti qu'elle me regardait vraiment plutôt que de regarder l'espace que j'occupais par rapport à son fils. Allez-y. Elle a dit, je crois que vous aimez Daniel. J'ai dit, sincèrement,
je n'ai jamais douté que vous l'aimiez et que vos actions proviennent d'un lieu de réel attachement à lui. Je veux que vous sachiez que je comprends cela parce que je pense que c'est important. J'ai fait une pause. Ce que j'ai aussi besoin que vous compreniez, c'est que ceci, j'ai touché brièvement le dossier, n'est pas un acte d'amour envers Daniel. C'est un acte de contrôle et ce n'est pas le premier. C'est simplement le plus documenté. Elle a pris une profonde inspiration. J'ai continué avant qu'elle ne puisse l'utiliser. Jeudi, vous m'avez dit qu'il n'y avait pas de place dans la voiture devant votre autre fils, sa femme et leurs enfants. Ce n'est pas ambigu. Ce n'est pas un malentendu. C'est une déclaration publique que je n'appartiens pas à votre famille. Et maintenant, je découvre que pendant que cela se passait, pendant que vous faisiez cette déclaration, vous aviez construit en privé un dossier pratique pour me retirer de la vie que je partage avec votre fils. Je l'ai regardé fixement. Je dois vous poser une question directe. Qu'est-ce qui, selon vous, vous donne le droit de prendre cette décision? La pièce était très silencieuse. L'odeur de lavande, le tic-tac de l'horloge, les photographies sur la cheminée, le dossier sur la table. Patricia était très immobile. Elle a regardé Daniel. Daniel l'a regardé en retour. Il n'a pas détourné le regard. Il n'a pas dit « Maman, essayons de vous ». Je pense que ce qu'Ellie veut dire, c'est ou aucune des dizaines de reformulations douces que je l'avais vu déployer au fil des ans pour maintenir la température basse et la surface lisse. Il a regardé sa mère et il a attendu. Et son attente était la chose la plus importante qu'il ait faite depuis très longtemps. « J'aime mon fils », a-t-elle dit finalement. Sa voix, pour la première fois, avait quelque chose sous le calme. Pas tout à fait de la vulnérabilité, mais son précurseur, une légère irrégularité de surface. « Je sais que vous l'aimez », ai-je dit. Mais l'amour n'est pas un permis. Aimer quelqu'un ne vous donne pas le droit de passer outre ses choix ou de travailler contre son partenaire ou de planifier le retrait de la personne qu'il a choisie pour construire une vie. Ce n'est pas de l'amour en action. C'est autre chose. Je n'ai jamais voulu que... Patricia. J'ai répété son nom, doucement, fermement. Je sais ce que vous vouliez. Vous vouliez que les choses soient d'une certaine manière et je ne correspondais pas à cette forme. Je comprends. Je pourrais même, dans une autre version des événements, avoir de la sympathie pour la difficulté d'accepter que la vie de votre fils ait sa propre forme, indépendante de la vôtre. Mais comprendre votre motivation ne signifie pas que j'accepterai ses conséquences. Plus maintenant. Elle était silencieuse. Daniel a dit alors, avec une clarté et une franchise que je ne diminuerai pas en suggérant que c'était parfait ou que cela venait facilement, car je sais que cela n'est pas venu facilement. La chose qu'il aurait dû dire à de nombreux moments antérieurs et qu'il n'avait pas dite. « Maman, j'ai besoin que tu entendes ceci clairement de ma part. Ce qu'Ellie décrit, le dossier, jeudi, tout ça, en remontant plus loin que jeudi. Ça s'arrête. Je choisis mon mariage. Je choisis Ellie. Ce n'est pas une négociation et ce n'est pas quelque chose que je dis pour te blesser. C'est simplement ce qui est vrai et j'ai besoin que ce soit la base de tout ce qui suivra cette conversation. » Patricia a regardé son fils pendant un long moment. L'expression posée a tenu, mais elle a tenu différemment maintenant. Pas comme un mur, mais comme une personne se tenant très droite pendant que quelque chose à l'intérieur d'elle se réorganise. Elle n'a pas pleuré. Je m'étais à moitié attendu aux larmes qu'elle déployait dans d'autres conversations, le chagrin qui fonctionnait comme une tactique de pression, et elle ne les a pas produites. Ce qui s'est passé à la place était une sorte d'immobilité, une reconnaissance, je pense, que le calcul qu'elle faisait depuis des années avait atteint un point où il coûterait plus de continuer que de s'arrêter. « Je t'entends », a-t-elle dit. À Daniel, pas à moi. Patricia, ai-je dit, et elle m'a regardé, et j'ai tenu ce regard fermement. Je veux que nous puissions être dans la même pièce sans cela entre nous. Je ne sais pas si nous serons un jour proches, et j'ai cessé d'en avoir besoin, mais j'ai besoin que ce soit honnête. Je peux travailler avec l'honnêteté. Elle a tenu mon regard un moment de plus que ce qui était confortable pour l'un ou l'autre de nous, puis elle a hoché la tête. Pas avec effusion, pas chaleureusement, mais sincèrement, le petit signe de tête sec de quelqu'un qui a entendu quelque chose et a accepté que c'est réel. Nous sommes partis peu de temps après. Daniel a marché tout près de moi le long du chemin d'entrée jusqu'à la voiture, et quand nous l'avons atteinte, il s'est arrêté et a mis ses deux bras autour de moi au milieu de la rue calme, et je l'ai laissé faire. Et nous sommes restés là un moment avec la fin de matinée autour de nous,
et aucun de nous n'a rien dit parce qu'il n'y avait pas de bonnes choses à dire, seulement la réalité du moment, qui était suffisante. Dans la voiture sur le chemin du retour, Daniel a dit « Je suis désolé que ça ait pris autant de temps. » Je sais, ai-je dit. Ce n'est pas. Je veux dire, je suis vraiment désolé, pas comme une excuse pour gérer la situation. Vraiment désolé. Je l'ai regardé. Je connais la différence, ai-je dit. C'est pour ça que je suis encore là. Nous avons roulé en silence pendant un moment. Les rues étaient ordinaires, pleines de leurs affaires ordinaires du samedi, indifférentes au fait qu'à l'intérieur d'une très petite voiture, un mariage était en train de décider de ce qu'il était. J'ai regardé les quartiers défiler et j'ai pensé au dossier que Daniel avait repris et dont je supposais qu'il s'était occupé ou s'occuperait et que je n'avais pas besoin de conserver comme preuve parce que la preuve n'était pas le but. Le but était la conversation qui venait d'avoir lieu et si elle tiendrait. Elle a tenu, imparfaitement, progressivement, avec la difficulté spécifique des choses qui tiennent parce que les gens choisissent de les faire tenir plutôt que parce qu'elles sont naturellement faciles. Daniel est allé en thérapie. Nous avons eu de longues conversations le soir, du genre qui sont inconfortables, non pas parce qu'elles sont hostiles, mais parce qu'elles exigent un niveau d'honnêteté qui est vraiment laborieux. Sur les schémas et les choix et ce que cela signifie en pratique d'être le partenaire de quelqu'un plutôt que la personne se tenant entre lui et sa famille d'origine. Patricia est restée qui elle était, car les gens se transforment rarement de manière significative à partir d'une seule conversation de salon. Mais elle était qui elle était à une distance différente, et les comportements spécifiques, les exclusions calculées, la documentation, le travail en vue d'eux, se sont arrêtés. Ou du moins s'ils ont continué dans une intimité si absolue qu'ils n'avaient plus aucun effet sur ma vie réelle, ce qui revenait au même. Mon amie Donna m'a appelé quelques semaines plus tard. « Tu sembles différente », a-t-elle dit. « Qu'est-ce qui a changé ?» J'ai arrêté d'attendre la permission, ai-je dit. La permission de quoi? De prendre la place que j'occupais déjà. Elle est restée silencieuse un moment, puis elle a dit « Bien. » C'était inconfortable de te voir te faire plus petite. Je n'avais pas su que je me faisais plus petite. C'est encore la chose qui me surprend quand j'y pense. L'invisibilité de l'ajustement progressif, la façon dont on peut perdre des quantités significatives de soi-même en portions suffisamment petites pour que la perte ne soit jamais individuellement alarmante. Je l'avais fait pendant 3 ans, taillant les attentes, révisant les normes, accommodant l'inacceptable en le redéfinissant comme simplement inconfortable et en appelant toute l'entreprise patience alors que ce que c'était en réalité, au total, était une lente érosion de la personne que j'avais été avant de commencer à avoir besoin d'être prudente. J'ai réemménagé dans l'appartement le week-end après la conversation chez Patricia. J'ai remonté mes valises par les escaliers que j'avais descendus. Les mêmes escaliers, le même poids, une direction différente. J'ai défait mes valises méthodiquement, suspendant les vêtements dans le placard, remettant les articles à leur place sur les étagères de la salle de bain, remettant les photographies sur la commode. Celle de ma sœur au lac, et celle de mes parents à leur anniversaire, et aussi cette fois, celle de Daniel et moi, celle de notre mariage où nous rions tous les deux de quelque chose qui s'est passé juste hors du cadre. Celle d'un voyage que nous avons fait avant d'être mariés quand tout ressemblait encore à une découverte. Je les ai remises. C'était aussi un choix. J'ai sorti la salade de pâtes du réfrigérateur où elle était restée toute la semaine des événements, toujours scellée, toujours bonne. Je l'ai mangée, debout au comptoir de la cuisine dans la lumière de l'après-midi, avec les chênes pleins et verts par la fenêtre et les bruits de la rue montant dans l'air chaud. Et j'ai pensé à l'allée et à la voiture et aux 5 sièges et à la voix plate et certaine de Patricia disant « pas de place ». Et j'ai pensé à ce qui était venu après. Tout. Le rangement et la cuisine de Rachel et l'appel téléphonique de Donna et le café et le salon et les bras de Daniel autour de moi dans la rue. Et j'ai pensé que c'est le coup du siège que j'ai maintenant. C'était un coup réel. Il avait acheté une chose réelle. J'ai mangé la salade de pâtes et j'ai regardé la lumière bouger et je n'ai pas prétendu que l'un de ces faits annulait l'autre. L'appartement sentait le poli à bois et ce qui poussait sur le rebord de la fenêtre et la chaleur particulière accumulée d'une maison qui a été vécue honnêtement. La lumière entrait par les larges fenêtres comme elle l'avait toujours fait. Les hauts plafonds retenaient le matin comme ils l'avaient toujours fait. J'étais debout dans ma cuisine, dans ma maison, dans ma vie, avec mon nom sur le bail et mes photographies sur la commode et mon mariage en train de devenir quelque chose de plus véridique qu'il ne l'avait été. Personne ne m'avait fait de la place. Je l'avais faite moi-même. J'en étais venu à comprendre que ça allait toujours devoir être comme ça.
Et cette compréhension, aussi difficile qu'elle ait été à atteindre, était la seule version en laquelle j'aurais eu confiance.